Oui, j'ai confiance, mais depuis hier soir, j'ai confiance. J'ai complètement oublié. Ah oui. On va pas l'attendre. Je vais me permettre d'écrire un petit texto pendant que tu... Oui, bien sûr. Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, chers étudiants, les organisateurs de ce colloque m'ont, sur l'enseignement, la dénationalisation de l'enseignement du droit, m'ont fait l'honneur, le plaisir, l'amitié de me demander de prononcer quelques mots d'ouverture. Je suppose en ma qualité de doyen de la faculté de droit et de sciences politiques. Ces mots sont d'abord des mots de bienvenue et spécialement à l'égard de tous nos intervenants qui viennent de très loin. Et puis des mots de remerciement à destination de ces organisateurs de cette manifestation, le professeur Marie-Claire Pontoro, Amané Gogorza, Hugo Flavier, qui ont eu vraiment une idée que je trouve merveilleuse. L'idée d'un projet de recherche sur un objet d'enseignement, mêlant ainsi enseignement et recherche, et c'est particulièrement d'actualité puisque nous sommes dans une université qui aime cloisonner désormais l'enseignement d'un côté, qui relève de la faculté de droit, et puis la recherche d'un autre côté, qui relève des unités de recherche et du fameux département sciences humaines et sociales, dont on peine à voir l'existence. Alors ce colloque, il est le moyen de réunir ces deux piliers indissociables. Nous sommes d'abord des enseignants-chercheurs, il faut s'en souvenir. Et donc c'est pourquoi la faculté, qui n'a pas beaucoup de moyens, a apporté son soutien à cette manifestation. Et elle s'est jointe ainsi à 3 centres de recherche, très différents par leur objet et par leur méthode. C'est intéressant, le cercle, le centre dirigé par le professeur Ferdinand Mélin-Soukramanian, le CRDEI, dirigé par le professeur Loïc Grard, et puis l'Institut de sciences criminelles et de la justice, dirigé par moi-même. Alors, au-delà des remerciements, je crois que, parce qu'on m'a donné un temps important, mon propos d'ouverture pourrait se résumer à vous relater un petit peu l'expérience que j'ai de la dénationalisation de l'enseignement du droit en tant que doyen depuis ma prise de fonction, et donc vous donner un aperçu de ce que l'on pourrait appeler la dénationalisation de l'enseignement du droit dans l'offre de formation, et je dirais même plutôt la future offre de formation, puisque nous allons, à compter de la prochaine rentrée, changer d'offre de formation. Alors, la première expérience de dénationalisation de l'enseignement, elle se manifeste à travers la création de la filière droit-langue que vous aurez l'occasion d'évoquer dans cette journée, en fin de journée, je crois, dans une table ronde, dont la caractéristique essentielle est de permettre à des étudiants français de suivre une formation juridique classique, mais qui est enrichie d'enseignement de droit étranger en langue étrangère, assurée par des professeurs étrangers, dont certains sont présents ici, voire, on pourrait dire aussi, lorsque les ressources sont disponibles, par des professeurs français qui parlent une langue étrangère. C'est peut-être un objectif aussi qu'on peut s'assigner. Cette création, elle a été financée par l'initiative d'excellence, mais cette filière qui connaît 3 parcours, anglais, allemand et espagnol, sera désormais financée par le collège et la faculté sur leurs ressources propres, sous réserve que nous arrivions à développer d'autres innovations dans cette filière. Peut-être, on en a déjà parlé comme ça, bâton rompu, l'ouverture vers une autre langue, vers peut-être l'italien, où là, à ce niveau, nous pourrions peut-être obtenir à nouveau un financement d'amorçage de l'IDEX. Alors, d'autres expériences de dénationalisation de l'enseignement du droit seront proposées dans la future offre de formation à tous les étudiants.
la dénationalisation, elle peut d'abord viser le contenu de certains enseignements. Et un exemple marquant en est donné à travers le cours de droit, langue et civilisation que nous allons créer en première année, dont l'objet est d'enseigner en première année en langue étrangère l'organisation institutionnelle de l'État et de la justice anglaise, allemande ou espagnole selon le choix de l'étudiant. Il s'agit d'une sorte d'initiation à ce qui pourra ensuite être dans le cadre du cursus de l'étudiant des cours de droit étranger. La dénationalisation, elle peut ensuite se manifester par l'intégration dans le cursus de formation classique d'enseignement de droit en langue étrangère. Alors nous avons envisagé quelques heures d'enseignement de droit étranger par des professeurs étrangers en deuxième année, en troisième année dans la future offre de formation, alors qu'elles étaient ordinairement réservées, ces interventions, à des étudiants de Master 2. Et surtout, nous avons souhaité mettre en place une unité internationalisation en Master 1. Cette unité d'internationalisation, elle consistera, quel que soit le master, il ne s'agit pas uniquement de la réserver à un master international, quel que soit le master, elle permettra à un étudiant de choisir à la place d'un enseignement une unité qui comprendra un cours dispensé par un professeur étranger, un cours de 20 heures, et puis un stage dans une entreprise internationale ou étrangère, ou une organisation étrangère ou internationale. Une autre expérience sera tentée avec la création d'un parcours international pour étudiants étrangers. Alors, ce parcours, il ne vise pas a priori la dénationalisation de l'enseignement du droit, puisque il s'adresse à des étudiants étrangers qui veulent suivre une licence en droit français. Mais ces étudiants vont bénéficier d'aménagements pour tenir compte de leur base culturelle. Certains étudiants n'ont pas la culture de la dissertation, mais la culture de l'étude de cas, parce qu'ils ont été éduqués dans une dimension anglo-saxonne. Donc, on va leur enrichir leur parcours avec des méthodologies adaptées. Ces étudiants aussi vont bénéficier d'enseignements de langue, notamment de français langue étrangère. Mais à terme, ce parcours international pourrait se doubler d'une véritable dénationalisation de l'enseignement, dès lors que ce parcours ne s'adressera pas uniquement à des étudiants francophones, mais également à des étudiants anglophones intéressés par l'apprentissage du droit français. Et dans cette perspective, donc, il s'agira d'enseigner à ces étudiants anglophones en anglais du droit français, ce qui suppose évidemment une adaptation d'un certain nombre de nos collègues. Et c'est pour ça que l'université, dans le cadre de l'IDEX, encore une fois, propose un outil défi international qui est une aide à la préparation d'enseignement en anglais. Voilà quelques exemples, mais la dénationalisation de l'enseignement, elle passe aussi nécessairement par la dénationalisation des acteurs de l'enseignement et partant des modes de recrutement. Et j'ai vu dans le programme que c'est une question que vous allez appréhender. Et il me semble que deux pistes pourraient fonder une véritable politique de recrutement destinée à favoriser la dénationalisation du droit. L'une visant le recrutement d'enseignants-chercheurs français, l'autre d'enseignants-chercheurs étrangers. Alors sur le premier point, le premier axe stratégique consiste à prioriser le recrutement d'enseignants-chercheurs français maîtrisant une langue étrangère. La communauté française, enfin en tout cas pour l'expérience que j'en ai à Bordeaux, des professeurs et maîtres de conférences souffrent en effet d'une incapacité chronique à s'exprimer en langue étrangère, sous réserve de quelques exceptions notables, et il y en a dans cet amphithéâtre. Et l'expérience que je peux avoir des recrutements montre que cette exigence linguistique, finalement, n'apparaît que rarement dans les fiches de poste, sauf lorsque un poste a effectivement été fléché, droit comparé, droit étranger, où là, naturellement,
l'exigence linguistique est indiquée. Je crois qu'il conviendrait d'aller plus loin en considérant qu'un juriste moderne du XXIe siècle doit maîtriser une ou plusieurs langues étrangères de la même manière qu'il doit maîtriser l'outil informatique. Et c'est dans cette perspective que, pas plus tard que hier, j'ai rédigé une fiche de poste de professeur d'université en droit privé et sciences criminelles. Fiche de poste qui vise à un poste de professeur destiné à promouvoir des maîtres de conférences, enfin un maître de conférence, mais plusieurs maîtres de conférences peuvent être candidats. J'en ai recensé au moins 5 à 8. Et cette fiche de poste, outre la compétence disciplinaire qui reste évidemment le critère essentiel, eh bien, contient une référence à une compétence linguistique et une sensibilité pour les systèmes juridiques étrangers, en sorte que le comité de sélection, s'il respecte la fiche de poste, devra, outre la compétence disciplinaire, eh bien, tenter de recruter une personne qui maîtrise une langue étrangère. Une autre direction pourrait être entreprise, et là, l'imitation d'universités étrangères que, pour ma part, et de ma modeste expérience, j'ai pu côtoyer, par exemple l'université de Genève ou des universités québécoises dans lesquelles j'ai été professeur invité, où je me suis rendu compte qu'il était assez fréquent que l'on recrute des enseignants-chercheurs étrangers. Et que, pour l'université de Genève, c'était même la règle. Alors, ce recrutement, je crois que vous en discuterez, il est évidemment difficile, d'abord en raison des exigences nationales du CNU, du Conseil national des universités, qui examine un dossier scientifique au regard de critères franco-français. Pour ceux qui ont l'expérience de thèse en co-tutelle, lorsqu'un étudiant étranger qui a soutenu une thèse qui lui donne le double doctorat français et de son pays d'origine, il est parfois difficile d'obtenir une qualification au CNU parce que les travaux qui sont proposés sont souvent proposés avec la méthode du pays d'origine, avec des critères qui ne sont pas toujours compris par les rapporteurs français. Ce qui oblige souvent l'étudiant, le docteur, à enrichir son dossier scientifique par d'autres travaux plus compatibles, plus franco-compatibles, si je puis dire. On peut surmonter cette difficulté. Alors, c'est évidemment une technique qui peut s'apparenter à du bricolage, mais qui au moins a le mérite d'exister. On peut surmonter cette difficulté par la technique du contrat LRU, puisque les universités sont autonomes. Il est parfaitement possible de créer des contrats LRU avec une rémunération tout à fait intéressante pour l'enseignant-chercheur étranger, à condition évidemment techniquement de trouver une masse salariale correspondante, mais je passe les détails, et de flécher donc ce contrat LRU sur un objectif particulier de recrutement d'un enseignant-chercheur étranger pour soutenir une filière, une formation, et pour soutenir donc à la fois la dénationalisation et l'internationalisation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, de nos formations. Alors ce n'est pas la panacée parce que ce type de contrat est nécessairement précaire et qu'il faut le renouveler, mais c'est peut-être un préalable pour une personne pour obtenir ensuite une qualification au CNU et donc revenir à la case numéro 1 que j'évoquais. Alors cette solution technique, elle sera proposée par la faculté de droit et sciences politiques pour soutenir l'encadrement et l'enseignement des filières et pour permettre à certains doctorants étrangers en co-tutelle de trouver une assise pour enrichir leur dossier scientifique et pour envisager une qualification. C'est une perspective que je souhaite soutenir, notamment avec le concours de l'IDEX, puisque nous pourrions peut-être obtenir des financements sur ce sujet. Je ne vais pas prendre la parole plus longtemps, donc je souhaitais simplement vous donner quelques exemples qui montrent à quel point ce colloque n'est pas uniquement théorique, mais a des incidences extrêmement pratiques pour, en tout cas, l'expérience de quelqu'un qui gère une composante. Je regrette de ne pas pouvoir assister à tous les travaux parce que je n'ai pas forcément de contraintes de doyen aujourd'hui, mais je dois faire court, il m'arrive de faire court aussi. Donc je vais me sauver pour aller
à Pessac enseigner le droit pénal spécial, ce qui est tout à fait autre chose, et les infractions sexuelles, plus exactement, ce qui est tout à fait différent de ce que vous l'avez discuté. Je vais revenir en cours de journée. Je vous souhaite de très bons travaux. Je remercie encore les organisateurs d'avoir eu cette excellente idée et je vous souhaite une excellente journée de réflexion. Merci de votre attention. Je te remercie avant que tu ne partes. Merci beaucoup, Monsieur le doyen, pour ces mots et pour le soutien surtout au parcours droit et langue qui est à l'origine de ce parcours. Merci beaucoup. Alors, je voudrais également remercier les partenaires qui soutiennent ce colloque. Alors, ils sont nombreux, ils ont déjà été en partie cités par le doyen. Et alors, il y a toutefois un partenaire que je